que ce ne soit pas simplement votre vie professionnelle qui soit réussie. Engagez-vous pour que... J'en ai un parmi vous qui pense que je suis un sale type qui fait libérer des criminels, qui vient de me répondre. 98% de scientifiques sont d'accord. Pourquoi est-ce qu'on est croire? Surtout, n'écrivez pas de livres. Si vous commencez à écrire, vous allez perdre la mémoire. Ouais, ça s'est produit. À court moyen terme, au fond, dans ces temps économiques compliqués, l'orientation de la politique monétaire est assez simple. Plus encore que de mesures de relance, notre pays a besoin aujourd'hui d'un pacte de confiance avec les acteurs. Il faut, dans toutes ces transitions de l'emploi, aider tous les Français, en particulier les jeunes, par l'apprentissage, par la formation professionnelle. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux ce soir. Nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France. Merci monsieur d'être venu jusqu'ici, sur le plateau un peu perdu de Gif-sur-Yvette. Vous êtes néanmoins bien familier avec le campus de Palaiseau, puisqu'après avoir fait une classe préparatoire, vous avez fait l'école polytechnique, puis vous avez intégré l'ENA pour vous lancer dans une carrière publique. Direction du Trésor public, direction du cabinet de Dominique Strauss-Kahn, ministère de l'économie et de la finance, direction générale des impôts, vous évoluez pendant 15 ans en tant que haut fonctionnaire et économiste dans le public, avant de bifurquer dans le privé. Président de CTLM, vous devenez ensuite directeur général délégué de BNP Paribas. Je ne saurais dire si le service public vous a manqué, mais en 2015, vous êtes nominé par le président de la République française au poste de gouverneur de la Banque de France, et vous revenez avec joie dans ce secteur. Soutenu par 3 de vos prédécesseurs, votre candidature est approuvée et vous prenez vos fonctions le 1er novembre 2015. Mais qu'est-ce qu'une banque centrale? Grandement mise en avant grâce à la série Casa de Papel, que vous connaissez sûrement tous, elle nous a appris qu'une banque nationale imprime de la monnaie. Mais c'est loin d'être sa seule mission. Stratégie monétaire, stabilité financière et services économiques à la collectivité, voici les responsabilités de cette institution qui est en étroite collaboration avec le BCE. Son rôle de gestion de l'euro, en tant que gardien de la monnaie, est aussi primordial. Elle assure notamment la stabilité des prix, ainsi que la qualité de la monnaie. Plus particulièrement, depuis votre arrivée à la tête de la Banque de France, vous avez lancé le NGFS, réseau de banques centrales, qui explore le rôle des banques dans la promotion de la finance verte pour accompagner la transition écologique. L'une de vos missions, en tant que gouverneur, et également de rédiger une lettre destinée au président de la République afin de le conseiller sur la situation économique et financière de la France. L'année passée, par exemple, vous avez, à l'occasion des 20 ans de l'euro, rappelé son succès incontestable et vous avez appelé à renforcer encore plus l'union monétaire pour maintenir la souveraineté de l'Europe. La crise sanitaire du coronavirus a eu très rapidement comme conséquence une crise sociale, économique et financière, et ne fut pas sans impact sur les banques, et vous avez eu, je suppose, en plus des responsabilités habituelles, à prendre des décisions importantes. Nous allons parler plus en détail de cette crise économique qui a et qui traverse encore aujourd'hui la France, ainsi que des perspectives d'évolution dans les prochaines années. Bien sûr, nous restons une simple école d'ingénieurs, et il nous manque quelques rudiments d'économie qu'il ne faut pas hésiter à nous présenter. Je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux pour accueillir notre invité, à qui je laisse la parole, François Villeroy de Galhau. Bonsoir à vous tous. Merci à Anne de ce mot d'accueil où je me suis à peu près reconnu. Merci à Paul Saliba et à vous tous de m'accueillir. J'avoue que j'ai une grande joie à retrouver Paris-Saclay. Je n'étais pas venu depuis un bon moment, donc je n'ai pas reconnu ce que j'avais laissé comme des champs de betteraves il y a quelques décennies, je dois dire. Je dois avouer qu'il y a un nombre de décennies que je vous laisse compter, mais assez respectable. Je venais jouer au basket ici, dans ce qu'était l'admirable gymnase de Supélec. Il paraît qu'il existe toujours. Mais
Bravo, entre-temps, que Paris-Saclay ait grandi et que Paris-Saclay soit maintenant la gloire de la France, parce que le classement de Shanghai, on l'a tous noté, mais je commence par cette félicitation collective. Et je crois que c'est une vraie bonne nouvelle pour notre pays. Voilà. Et ce qui a été mené ici, c'est l'exemple de ce que la France devrait faire plus souvent, devrait peut-être communiquer plus souvent aussi. Après, j'ai des félicitations individuelles pour chacun et chacune de vous, notamment pour les premières années, parce que je comprends que vous êtes au lendemain de votre entrée, donc bravo d'avoir réussi un concours très difficile, de l'avoir réussi cette année dans des circonstances voilà, particulièrement exigeantes, tenant au confinement. Bon, bravo aussi aux deuxièmes années qui sont là, qui avaient réussi le concours l'année précédente, et puis qui ont survécu à ces années à ces mois de confinement. Oui, ces années, c'est pas un lapsus, c'est pas un pronostic, hein, mais ces mois de confinement et de distanciel. Je voudrais aussi saluer votre courage, parce que je le dis pour le président et pour tout le bureau de Symposium, l'idée d'avoir comme première invitée de l'année, là, juste après les vacances, la Banque de France, qui passe pour traiter de sujets relativement austères, que je vous épargnerai dans les détails, mais la politique monétaire, la supervision prudentielle, voilà, ça montre un bel esprit d'entreprise et d'héroïsme. En plus, on le fait masqué, en tout cas vous, mais avec tout ça, on va essayer de faire ça de façon vivante et ouverte. En tout cas, pour moi, cette rencontre est très importante. Alors, je vous propose en apéritif, avant le dialogue que nous aurons, puis le dialogue qu'on aura avec vous, peut-être de traiter deux questions difficiles, voire un peu mystérieuses. La première, c'est que fait la Banque de France? Anne l'a évoqué très rapidement. Et puis la seconde, c'est où nous en sommes dans cette crise Covid et quelles sont les solutions pour en sortir. Si vous voulez bien, je vais très vite sur chacune de ces deux questions. La Banque de France, c'est une grande institution de la République, 220 ans d'histoire, créée par Bonaparte en 1800, mais en même temps totalement tournée dans le XXIe siècle. C'est aujourd'hui un peu moins de 10 000 hommes et femmes, beaucoup avec des profils d'experts, parce que nous avons des métiers à fort contenu de prestations de services et intellectuels. Et je dois dire que parmi ces experts, il y a un certain nombre de centraliens. Donc vous serez extrêmement bienvenus quand vous voudrez dans cette belle maison. C'est ma seule page de publicité, mais j'y tiens. Et nous assurons effectivement des missions qui ont été évoquées, et je ne les détaille pas là, on y reviendra peut-être, sous les 3 S. Stratégie monétaire, c'est l'euro, stabilité financière et service à l'économie et la société. Nous faisons ça dans un cadre qui est à la fois très européen et très international. Je suis normalement, quand il n'y a pas de virus, tous les 15 jours à Francfort, et en même temps territorial. Vous êtes les uns et les autres issus de régions et départements divers. Vous avez peut-être l'image de la succursale de la Banque de France dans votre préfecture ou sous-préfecture. En fait, c'est une succursale par département, mais nous tenons beaucoup à cet ancrage sur le terrain. Nous sommes aussi un service public performant et innovant. Et je mesure, quand je risque ces deux qualificatifs, performant et innovant, que c'est peut-être paradoxal de les accoler à service public, mais ce n'est pas forcément l'image que vous avez du service public. Je réponds d'ailleurs à une question que vous avez posée. Oui, le service public me manquait. J'ai vécu 12 ans en entreprise, j'en ai été très heureux, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois que c'était une autre façon de servir mon pays. Mais oui, le service public me manquait, on y reviendra peut-être dans la discussion. Et je pense qu'il procure des joies et notamment une finalité qui n'a pas beaucoup d'équivalent. Mais il peut être aussi du côté de l'efficacité. Depuis que je suis arrivé à la tête de la Banque de France, nous avons réduit les effectifs de 20%, nous avons réduit les coûts de 12%. Alors, il n'y a pas que ça dans la vie. Mais je crois qu'avoir une exigence de gestion, ce n'est pas réservé à l'entreprise privée. Et l'argent public, c'est sacré, c'est rare, donc il faut très bien l'utiliser. Mais en même temps, innovant, pour vous citer un certain nombre de choses de ce que nous sommes en train de faire, ça a été cité la création de ce réseau pour verdir le système financier, Network for Greening the Financial System, et une action qui n'existait pas il y a 5 ans contre le réchauffement climatique, et nous sommes maintenant vraiment en pointe.
Tout ce qui est la digitalisation, et vous imaginez tout ce que c'est dans le domaine de la finance, des paiements, de la monnaie, avec un lab où nous travaillons avec des startups, ou pour prendre un autre exemple, ce qu'on appelle l'éducation financière des publics, c'est-à-dire essayer de plus en plus de parler des sujets économiques, non seulement à des spécialistes que sont les économistes ou les analystes financiers, non seulement à des étudiants de l'enseignement supérieur, mais aussi au grand public. Et certains d'entre vous connaissent peut-être le musée de l'économie de la Banque de France, qu'on appelle Citeco, qu'on a ouvert l'année dernière, place Malesherbes à Paris. On a essayé de montrer que l'économie, ça peut être accessible, ludique, tout en restant crédible. Voilà très rapidement sur la Banque de France, et c'est assez excitant d'être à la tête d'une maison qui a à la fois une histoire, une vision institutionnelle, et qui en même temps est en mouvement et au cœur du XXIe siècle et des discussions européennes et internationales. Alors j'ai dit une deuxième question, et je vais la traiter tout aussi rapidement parce que je suis vraiment en propos introductif, sur où nous en sommes de cette crise Covid et des solutions possibles. C'est évidemment une crise qui n'a aucun précédent, imprévue, imprévisible, qui a, et vous pouvez regarder l'histoire économique du dernier siècle, la plupart des crises précédentes avaient leur origine à l'intérieur de l'économie ou de la finance. Là, l'origine est manifestement externe, sanitaire, mais pour autant, les conséquences économiques et les conséquences sociales peuvent être lourdes, sauf si nous traitons bien la reconstruction. Alors, si j'arrive à faire marcher les quelques slides, je vous les résume vite, simplement pour vous dire où nous en sommes de la reprise. Nous mesurons chaque mois auprès de plusieurs milliers d'entreprises de tout secteur à quel pourcentage on en est du niveau normal d'activité. Le niveau normal, c'est ce qu'était début mars. Et on a mis là en bleu foncé ce qu'à chaque fois les entreprises prévoyaient un mois à l'avance, et en bleu clair ce que nous avons observé. Deux choses juste. La première, c'est quand vous regardez la tendance, vous apercevez qu'en juin, on a fait beaucoup mieux que ce qui était prévu, donc la reprise a été plus rapide qu'attendu, c'est moins net en juillet. Mais ensuite, quand je regarde les niveaux absolus, on a regagné l'essentiel du terrain perdu. Comptez qu'au plus fort du confinement, en mars-avril, on était à 65 ou 70%. Aujourd'hui, on est entre 85 et 90%, et même nettement plus pour le bâtiment. Alors, je saute sur ce slide-là qui donne des détails par secteur, avec d'assez grandes variations par secteur, et j'arrive sur celui-ci, qui est la moyenne agrégée de la croissance dans l'économie française. Alors, vous avez peut-être entendu un débat alphabétique qui fait rage. Est-ce que la reprise est en V, en W, en U ou toute autre lettre possible ? Comme à la Banque de France, nous sommes des poètes, on propose une image qui nous paraît à la fois adéquate et plus esthétique, qui est l'aile d'oiseau. Alors, qu'est-ce que c'est l'idée d'aile d'oiseau ? On a plongé brutalement jusqu'au moins 32% que je citais en creux tout à l'heure. Il y a une remontée qui est très forte au début en demi-V, et puis ensuite, c'est là qu'on trouve l'aile d'oiseau, ça s'aplatit progressivement, et on ne retrouve sur l'ensemble de l'économie, en moyenne, le niveau d'activité pré-Covid que dans 2 ans. Quelque part mi-2022, les choses iront un peu plus vite si les ménages, les Français, consomment l'épargne qu'ils ont accumulée, mais ça n'est pas notre scénario central. Voilà, alors nous continuons à suivre mois par mois, on publiera des nouveaux chiffres le 14 septembre, mais voilà à peu près comment nous voyons les choses. Il se trouve que jusqu'à présent, dans une conjoncture qui est évidemment assez brouillasseuse, nous avons plutôt été une vigie qui éclaire bien les choses, donc on va continuer à essayer de faire ça. Alors, ces slides-là sont extraits d'un document que Anne a cité tout à l'heure, qui est la lettre au président de la République, que par tradition républicaine, je publie chaque année. Donc, pour ceux d'entre vous qui voudraient plus de détails, je vous invite à aller la voir. Elle est en ligne, publiée début juillet, juste pour dire que quand on compare cette crise à 2 grandes références, elle est plus sévère, malheureusement, que la crise financière de 2008-2011 dans ses effets économiques, mais elle est fort heureusement moins sévère que la Grande Dépression des années 30. Après, beaucoup va dépendre de notre réponse. Alors, sur la réponse, il y a déjà derrière nous une phase d'urgence, vous l'avez tous connue, depuis avril,
où l'amortisseur public a joué massivement. S'il n'y avait pas les administrations publiques, s'il n'y avait pas le budget d'État, s'il n'y avait pas les filets de protection sociale, hypothèse théorique, les ménages auraient supporté, vous pouvez regarder, c'est la colonne de droite du tableau qui est là, plus de 60% du choc, parce que les ménages, c'est 60% du revenu national. Mais heureusement, l'amortisseur public a joué, donc je commence par la ligne du bas. Vous voyez que la part des administrations publiques a été beaucoup plus importante dans l'absorption du choc que leur part naturelle dans la richesse. La conséquence, c'est ce qui est en bas à droite, c'est évidemment une hausse très significative de la dette publique. L'amortisseur public, il a un coût. C'est une évidence que je viens de rappeler. Ça serait bien que cette évidence soit quelquefois rappelée davantage dans le débat médiatique et politique, parce que je vous invite au bruit ambiant. L'argent public, apparemment, il est illimité, il n'a pas de coût et on peut toujours en rajouter. Non, non. Mais il fallait, à court terme, pouvoir jouer ce rôle d'amortisseur et il a été joué. Juste un mot sur les ménages, qui est en haut à droite. La conséquence du confinement et puis de ce qui s'est passé depuis, c'est que le revenu des ménages a été à peu près préservé alors que leur consommation a beaucoup baissé. La différence entre les deux, en économie, ça s'appelle l'épargne. Et donc il y a une masse considérable d'épargne privée qui est accumulée. On estime qu'on sera à 100 milliards d'euros à la fin de l'année. 100 milliards d'euros, ça fait entre 4 et 5 points de croissance. Donc c'est une énorme réserve de croissance qui est dans nos poches. Et qui est aussi importante au passage que les 100 milliards d'argent public supplémentaires dont on parle pour le plan de relance qui sera annoncé jeudi. Alors ça m'amène, et je terminerai par deux triangles, avant qu'on poursuive dans les questions, ça m'amène à ce qu'on pourrait appeler la phase de reconstruction qui a commencé depuis la fin de l'urgence, mais mettons depuis cet été. J'ai souligné là un certain nombre de différences, si j'osais dire les choses de façon peut-être un peu excessive, je crois qu'il faut que nous nous désaddictions progressivement d'un soutien public absolument massif qui était indispensable au printemps dernier. C'était une urgence générale, il fallait aider tout le monde, toutes les entreprises. La stratégie de reconstruction doit être plus sélective. C'était un bouclier public, toutes les entreprises, et il le fallait, ont été soutenues par, vous vous souvenez peut-être, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité pour les indépendants, la prise en charge du chômage partiel, des dispositifs massifs et justifiés. Maintenant, il faut reposer sur la confiance privée. L'État ne peut pas tout faire, ne doit pas faire seul. L'économie doit retrouver progressivement son fonctionnement normal. Et ça correspond au triangle que vous voyez en dessous. Confiance des ménages, c'est le point sur lequel j'insiste le plus. On reviendra peut-être sur comment la favoriser pour mobiliser ces fameux 100 milliards d'épargne. Confiance des entrepreneurs, ils ont été soutenus en trésorerie avec des prêts, mais ils ont besoin maintenant de fonds propres et de ce qu'on appelle techniquement la solvabilité, pardon du mot, ou la rentabilité. Confiance dans les banques, ça j'y insisterai moins, parce que cette fois-ci, les banques ne sont pas au cœur de la crise, à la différence de 2008. Je reviens sur ce qui est au-dessus du triangle. La reconstruction ne doit pas être un redémarrage à l'identique. Là aussi, je pense qu'on sera tous d'accord, mais regardez le débat public chaque jour, et c'est très humain. Chaque secteur, chaque entreprise, chaque corporation demande son plan de soutien pour pouvoir repartir comme avant. Non, il faut que nous puissions réussir une transformation dans le sens de l'écologie, dans le sens de la digitalisation. Et puis j'ai mis un autre mot de théorie économique, et pardon, j'essaye de ne pas en abuser, ce qu'on appelle la transformation schumpeterienne, du nom de cet économiste très important qui était Schumpeter, d'origine autrichienne, devenu américain. Et je crois que l'économie américaine le montre, la destruction créatrice, il faut accepter que de temps en temps, il y ait des entreprises qui disparaissent, il y ait des emplois qui se transforment. C'est la condition de l'évolution de l'économie et de l'innovation. Je ne dis pas que ça doit être une règle générale, mais la reproduction à l'identique, c'est la mort de la croissance. Et puis, j'ai dit que j'allais juste montrer un autre triangle qui, lui, mon premier triangle portait sur les acteurs privés, ménages, entreprises et banques. Là, c'est sur les politiques publiques, parce qu'elles ont quand même toujours un rôle à jouer, mais en soutien plus sélectif. J'ai mis en bleu ce qui existait déjà.
La politique monétaire, ça c'est nous, si j'ose dire, la politique monétaire européenne. Je participe comme gouverneur de la Banque de France tous les 15 jours au Conseil des gouverneurs de la BCE, sous la présidence de Christine Lagarde, et on a été extrêmement actifs dès le mois de mars. Je pense que ça a contribué à soutenir l'économie et à éviter une crise financière. La politique budgétaire nationale, c'est tout ce dont j'ai parlé au titre de l'urgence, la contrepartie en étant la dette publique. Le plus intéressant, c'est le coin vert du triangle, parce que ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas de politique budgétaire européenne. Il y avait des budgets nationaux extrêmement importants, depuis 20 ans que nous avons la monnaie unique, et puis il y avait une monnaie partagée. La crise a au moins permis 7 percées décisives. Vous avez peut-être suivi les négociations à Bruxelles au mois de juillet, ce qu'on a appelé l'accord du 21 juillet, après 4 jours où les leaders européens, vous les avez vus avec des masques, etc., et dans tous les sens du mot masque, parce que les traits étaient tirés au bout d'un certain temps, arrivant, malgré les réticences néerlandaises, à un paquet de solidarité qui n'avait pas de précédent. Ça, c'est un produit positif de la crise. Je vais sans doute m'arrêter là, parce que je vous mets juste sous les yeux, mais pour la bonne bouche, et puis j'imagine que les questions permettront d'en parler, sur la politique budgétaire nationale, le problème de la dette, qui est extrêmement sérieux. Nous sommes passés en un an de 100% de dette à 120%, la France c'est la courbe bleue. Ça veut dire que pour votre génération, vous partez dans la vie avec un sac à dos que nous vous transmettons, qui pèse 2 fois plus lourd que la génération d'il y a 20 ans, on était à 60%, et je le dis avec une certaine gêne, un sac à dos qui est 6 fois plus lourd que quand moi j'étais à votre place, c'est-à-dire en 1980, 20% du PIB. Je crois que le problème, ce n'est pas les 20% qu'on a rajoutés cette année. Le passage de 100 à 120, face à une crise aussi exceptionnelle, il fallait l'amortisseur public. Le problème, c'est les 100% préexistants. Et c'est ceux-là qu'il va falloir traiter dès qu'on aura renoué avec le niveau d'activité antérieur, en 2022. Et c'est une stratégie de désendettement progressif. Là aussi, je crois que c'est une évidence, mais une évidence qui malheureusement n'est pas beaucoup rappelée dans le débat quotidien. Je comprends très bien l'urgence qu'il y a eu, je comprends très bien l'inquiétude sur la relance, mais il faut que nous puissions nous situer dans une stratégie de long terme. C'est aussi un élément de solidarité entre les générations. Je m'arrête là, et puis on prolonge sur les questions. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur, pour ce discours introductif. Alors, nous allons évidemment revenir plus tard sur la crise économique, mais pour débuter cette conférence, nous souhaitions revenir sur le rôle de la Banque de France que vous avez pu, vous et Anna, expliquer. Alors, ma première question va concerner un petit peu tout notre public. Vous avez une mission à la Banque de France qui est de développer une culture économique auprès du public. Comment la menez-vous ? Ça marche? Vous m'entendez là? J'avais éventuellement une question, mais je ne sais pas si c'est possible, Paul. Il y a moyen d'éclairer la salle ou pas? Je retourne la question à Iris. Non, parce que si je vous vois, c'est encore mieux. J'aurais pas dû poser cette question. Mais bon, je vais répondre à la vôtre. Je crois que c'est une question extrêmement importante. Je pense que parmi vous, il y a peu de spécialistes de la politique monétaire, et tant mieux. Ça peut paraître très abscon. C'est vrai d'ailleurs parmi mes proches, ou ma famille, etc. Quand vous parlez de monnaie, en général, ça intéresse les gens. Et si c'est une bonne monnaie comme l'euro, les 3/4 des Français y adhèrent. Mais si vous employez le mot politique monétaire, vous perdez votre public immédiatement. Pour 99% des Français, ça ne veut rien dire du tout. Je vous rassure, je vous épargnerai la théorie de la fixation des taux d'intérêt, des taux négatifs, du QI et toutes les innovations que nous avons introduites ces dernières années. Je pense qu'elles étaient nécessaires, mais elles ont compliqué encore le débat. Ce que je viens de dire à propos de la politique monétaire est vrai, au fond, mutatis mutandis, de beaucoup de débats de politique économique. Ça prend une place énorme dans les décisions publiques, dans la discussion médiatique, mais pour beaucoup de nos concitoyens, c'est ressenti comme assez impénétrable, il y a des batailles de chiffres, etc.
Et donc nous considérons que notre rôle, c'est pas de fournir des réponses clés en main. Nous sommes responsables de la politique monétaire. Pour ce faire, la Banque de France est indépendante, elle n'a pas à recevoir d'instructions. Mais il y a des tas d'autres choses en matière économique. Quelles sont les bonnes politiques de l'emploi? Quelles sont les réformes à faire? Quelles sont les bonnes politiques budgétaires? Quel est le niveau des impôts, etc. La plupart des débats relèvent du débat démocratique. Nous pouvons avoir des avis là-dessus, des éclairages à donner, des analyses théoriques ou des comparaisons étrangères à faire partager. Mais nous n'avons pas à donner les réponses. Et c'est par rapport à ça que cette mission d'éducation économique et financière des publics est pour nous essentielle. J'ai cité tout l'exemple tout à l'heure, Citeco, donc c'est un hôtel néo-renaissance absolument étonnant, mais vraiment si vous n'y avez pas été et que vos études vous laissent un tout petit peu de loisir, ce que j'ai du mal à croire, mais allez-y et on nous a dit que c'était, je crois, réussi comme mode de présentation. Mais après, ça peut être des choses beaucoup plus micro dans la vie quotidienne. Parmi les missions de la Banque de France, il y a le fait d'aider les familles surendettées à sortir du surendettement. Nous aidons 100 000 familles chaque année. C'est une mission dont je suis très fier. C'est peut-être moins noble ou spécifique que la politique monétaire, mais ça, vraiment, ça change la vie des gens. Si, au lieu de traiter le surendettement en aval, on aide les familles avec les travailleurs sociaux, avec les associations à mieux gérer leur budget, c'est de l'éducation économique et financière et c'est de la prévention. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va développer beaucoup. Après, je termine là-dessus, c'est pas pour autant une mission facile, parce que d'abord elle est beaucoup plus difficile à mettre dans les chiffres. Mesurer la culture économique des Français et leur progrès, on fait des sondages, des enquêtes, etc., mais c'est moins tangible qu'un taux d'inflation ou un taux de croissance. Et puis la deuxième difficulté, c'est que les experts que nous avons doivent un peu changer leur langage et accepter de simplifier leurs études, leurs questions, leur communication. Ça vous a l'air absolument évident, c'est en fait extrêmement difficile. Et une des choses que nous essayons de faire, il y a plusieurs centaines d'économistes à la Banque de France qui participent à des colloques très pointus. J'apprécie beaucoup dans mon travail d'ailleurs le dialogue que nous avons avec les universitaires, les chercheurs. J'ai rarement eu ça dans ma vie de décideur public ou a fortiori de chef d'entreprise. Mais c'est quand même un langage codé, très B2B, quoi. Si ces experts se retrouvent devant un micro de radio ou de télévision ou dans une salle avec des non-spécialistes, ils doivent accepter de simplifier, ils doivent accepter d'être contestés. Et c'est d'autant plus important que, évidemment, il y a la montée de la défiance, il y a la montée du populisme, et la parole d'expert n'est plus acceptée les yeux fermés. C'est d'ailleurs sans doute en partie une bonne chose. Je crois simplement que c'est à nous de faire l'effort d'être accessible pour nos concitoyens. Je demande en échange que quand il y a un expert qui arrive et qui dise des choses, il ne soit pas disqualifié du fait même qu'il y a marqué expert ici. Il a aussi des choses à dire, à lui de faire l'effort pour les expliciter, et puis j'espère à l'opinion de l'écouter et d'engager un dialogue. Merci pour votre réponse. Une autre question concernant la Banque de France et vos missions. Pour rappel, en 1998, la Banque de France est intégrée au système européen des banques centrales, suite à la création d'une nouvelle institution, la Banque Centrale Européenne, la BCE. Comment vous, personnellement, vous arrivez à défendre la position de la France en Europe, sur plein de sujets, notamment sur la crise ou sur des sujets antérieurs? Là aussi, c'est une question très importante. Je vais peut-être commencer par une dimension un peu personnelle, si vous me permettez. Je suis un Européen très convaincu. Voilà, je le dis. Et je crois que je ne ferais pas ce métier si j'y croyais pas profondément. Et donc, avant de dépendre de la position de la France dans la BCE, et je vais y revenir, je crois que défendre la place de l'Europe dans le monde, ça, c'est notre premier combat prioritaire. Et honnêtement, il est très très loin d'être gagné. Ce monde qui est le vôtre, c'est votre génération qui va avoir le pouvoir beaucoup plus que la mienne. C'est un monde turbulent, chaotique, dangereux, le monde de Trump et de Xi, un monde où l'Europe est menacée d'être marginalisée par la rivalité très explicite des superpuissances.
C'est pas le moment d'avoir une Europe qui rase les murs et qui est dans le soft power et qui a peur de son ombre. Hein? Vous me permettez encore d'illustrer ça de façon plus personnelle sur ma conviction européenne. Alors vous allez voir, c'est très personnel, c'est même familial. On a tous eu dans notre enfance une vieille tante ou quelqu'un qui nous a marqués. Moi, j'avais une vieille tante qui répondait au doux prénom de Marcel. Vous voyez qu'on change de génération. On l'appelait Tante Mimi. Alors appelons-la Tante Mimi. Hein, elle avait fait la guerre de 14 comme infirmière. Elle avait été gaulliste en 40, ce qui n'était pas si fréquent. Elle est morte en 85, à près de 100 ans. Et j'avais un peu plus que votre âge, j'avoue mon côté canonique. Et cette femme, elle avait connu dans sa vie 2 guerres mondiales, 3 républiques, 4 changements de frontières dans notre région d'origine qu'est la Sarre, et un nombre incalculable de monnaies. Je peux vous dire que pour elle, l'Europe, c'était un impératif et c'était un progrès incroyable. Je souligne ça parce que je pense que déjà moi, et peut-être encore plus vous, on a perdu le repère de ce qu'était ce progrès. Mais dans le monde très dangereux dont on parle, perdons pas ça. Hein. L'Europe, c'est la paix et ça a changé la vie quotidienne, non seulement de ma tante Mimi, mais de 340 millions de citoyens de la zone euro. Hein. Alors après, je viens à l'autre partie de votre question, défendre les intérêts de la France en Europe. On n'a pas toujours des intérêts très différents, mais on peut avoir des analyses différentes. Et si la Banque de France est là, c'est pour apporter son éclairage à partir de la réalité économique française. Parce que vous avez posé la question poliment, mais cette fois, quelquefois, je l'ai de façon un peu plus brutale, qui est « mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours une Banque de France alors qu'il y a la Banque Centrale Européenne ?» J'ai cru sentir sous votre question élégante cette interrogation. Bon. La réponse, c'est qu'heureusement, nous sommes dans un système fédéral. Nous avons un intérêt commun européen. J'y ai beaucoup insisté. Je vous assure, le rôle international de l'euro qui s'impose face au dollar ou face au renminbi chinois, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Hein, n'ayons pas collectivement trop de modestie ou de pudeur, parce que sinon on sera écrasé dans ce monde très turbulent. Mais c'est un système fédéral, c'est-à-dire que la préparation des décisions est faite avec l'appui des experts de chacune des 19 banques centrales. Il y a 19 pays dans la zone euro. Ensuite, on se retrouve tous les 15 jours au Conseil des gouverneurs. Nous sommes 25 autour de la table. Les 19 gouverneurs, plus 6 membres du directoire basé à Francfort, dont Christine Lagarde. On discute, et je vous promets que c'est une vraie décision, et chacun apporte son expertise, hein, par tout ce qu'on a préparé en amont. Il y a une décision et une seule, et là, il faut l'unicité. Et ensuite, en aval, l'exécution est à nouveau décentralisée. Nous sommes responsables, nous, de toutes les opérations de financement, de politique monétaire qui concernent l'économie française. Et ça va des billets jusqu'aux interventions de marché. Hein. Et ça me paraît un grand atout d'avoir ce système fédéral. Personne ne conteste que la BCE, ou ce qu'on appelle l'eurosystème, c'est-à-dire la BCE et les 19 banques centrales nationales, c'est décidé. Mais le fait que tout ne se passe pas à Francfort, c'est pas neutre du tout par rapport à votre question sur l'éducation économique et financière. Si moi j'arrivais de Francfort et que je parlais en anglais au public français, on oublie à peu près votre question. J'apparaîtrais comme un technocrate complètement coupé. Hein. Et donc, je crois que nous avons la chance d'avoir quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Je ne suis pas là pour défendre les intérêts de la France stricto sensu, je suis là pour apporter l'analyse vue de l'économie française. Mais, de par le traité, la décision que je soutiens ou que je ne soutiens pas, les positions que je prends, doivent être conformes à l'intérêt général européen. Je crois pouvoir dire, ça fait 5 ans que j'ai la chance de faire ce métier, je ne me suis rarement, jamais, je crois, senti écartelé entre un intérêt français et un intérêt européen. Je n'oublie pas le pays d'où je viens, mais nous servons ensemble un intérêt général européen. Peut-être une dernière illustration très pratique, si vous me permettez, pour ça. Nous sommes à Francfort, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la ville, il y a une Euro Tower, 41 étages, qui honnêtement manque un peu de poésie, mais nous sommes réunis au 41e étage dans la salle du Conseil. Une grande table ronde, on est les 25 autour de la table.
Nous sommes placés là, non pas comme dans une négociation européenne classique où on a son drapeau et on est placé selon son pays, mais on est placé selon notre nom de famille. Mon prédécesseur s'appelait Christian Noyer, je m'appelle Villeroy. Moi, j'ai traversé la table quand je suis arrivé, au sens presque littéral, et je me suis retrouvé à côté de Visco, l'italien, et de Weidmann, l'allemand. Ça amuse, ça fascine d'ailleurs nos 16 autres collègues, parce qu'il se trouve que ces 3 pays que je viens de citer représentent à eux 3 à peu près 70% du PIB de la zone euro. Donc on est quand même les 3 poids lourds. C'est un homme, une voix, mais enfin... Je ne vous le répéterai pas, on est off, hein, ça doit être la règle, mais nous avons la faiblesse de penser que quand on parle nous, c'est encore plus important que tel ou tel petit pays que je ne citerai pas. Vous voyez, une espèce de loi implicite qui est que notre temps de parole est plus important. Mais au-delà du poids réel des pays ou du poids pratique des pays, cette anecdote en dit assez long. Je suis placé selon mon nom de famille et pas selon l'ordre alphabétique de mon pays, parce que je dois être un homme libre, conscient de son pays et d'où il vient, mais défendant avec les autres, l'intérêt général européen. Donc vous venez de parler de la défense des intérêts français devant l'Europe. Aujourd'hui, il y a de nouvelles puissances qui émergent. Je parle des grandes entreprises, telles les GAFA. Elles sont aujourd'hui plus puissantes que les petits États que vous venez d'évoquer, voire plus. Comment aujourd'hui faire face à la montée, à l'émergence de ces grandes nations? Notamment, je parlerai de Facebook qui a récemment pris l'initiative de proposer une crypto-monnaie, Libra. Comment la Banque de France peut-elle s'adapter à ces monnaies? Comment faire face? Bon, alors c'est une autre question extrêmement lourde. Je vais essayer de ne pas être trop long. Avant de parler de la crypto-monnaie de Facebook, la Libra, peut-être une remarque générale. Je ne sais pas dire si les GAFA, il faut y ajouter les équivalents chinois, hein, Alipay, Tencent, etc., sont plus puissantes que les États. Ça reste de nature différente. Mais c'est évidemment une puissance montante, et ma première réponse, c'est que la Banque de France ne peut pas répondre toute seule. Face à des entreprises transfrontières, ça a des avantages. Après tout, on est quand même tous utilisateurs de Google. Il ne faut pas être trop hypocrite. Mais face à des entreprises transfrontières, il n'est de réponse que dans la concertation internationale. Je l'ai dit à propos de l'Europe, mais je veux y insister plus globalement. Je pense qu'en matière monétaire et financière, la coopération internationale, heureusement, fonctionne encore assez bien. M. Trump ou M. Xi se sont attaqués à des tas de choses sur le multilatéralisme, mais là, ça résiste assez bien. Les réglementations face aux institutions financières, parce qu'il y a 10 ou 20 ans, on aurait probablement posé votre question en parlant de Goldman Sachs ou de telle institution financière. Il y a des règles communes qui ont été adoptées, renforcées, mises en œuvre à la suite de la crise financière de 2009. Communes. Le défi des 10 prochaines années, c'est sans doute celui de votre question. Aujourd'hui, les Google, Facebook, Alipay devenu Ant, etc., ne sont pas encore massivement rentrés dans les services financiers. Mais ils vont probablement le faire, ne serait-ce qu'à travers les paiements, Google Pay ou Apple Pay. Et il est évident que si chaque pays cherche à traiter sa réglementation pour Google, c'est perdu d'avance. Et donc, il faut, comme ça a été fait après la crise financière, des réglementations financières communes. Si une GAFA rentre dans le secteur financier, dans les services financiers, on lui applique les mêmes règles qu'on applique à une institution financière classique. Mais ça ne suffit pas. Parce que l'arrivée des GAFA, ou la digitalisation, ou des grandes plateformes, apporte au moins 3 défis supplémentaires par rapport aux réglementations financières traditionnelles. Il y a des défis de concurrence. Voilà, vous savez comme moi qu'un des problèmes de ces grands réseaux, c'est the winner takes all ou takes most. Et on ne peut pas se trouver dans une situation où les paiements appartiennent à une seule entreprise privée. Il y a des défis de cybersécurité, évidemment très importants, et il y a des défis de protection des données. Parce que le modèle de ces GAFA est en général un modèle de gratuité financière pour leurs clients, grande séduction, mais la contrepartie, c'est évidemment l'exploitation des données. Dans les 3 domaines que je viens de citer, concurrence, cybersécurité et protection des données, malheureusement, la coopération internationale, là, est totalement embryonnaire. Il n'y a pas l'équivalent de ce qu'on appelle les règles de Bâle III en matière de sécurité financière. Il n'y a pas de forum destiné à traiter ces problèmes ensemble. Et ça, je crois que c'est le cœur de la réponse à votre question, c'est qu'il faut que nous traitions ensemble
les questions financières classiques, les régulations doivent s'appliquer aussi aux GAFA, plus ces 3 questions nouvelles. Sur la monnaie de Facebook, on y revient peut-être après, parce que sinon je vais être trop long. Je dis tout de suite que je crois que ce n'est pas une monnaie, c'est un cryptoactif. Libra offre des perspectives intéressantes, mais là aussi, si on veut avancer, il faut que Libra respecte les mêmes règles que les autres moyens de paiement, notamment l'anti-blanchiment. On va revenir maintenant un peu plus précisément sur la crise du Covid. Et vous avez évoqué l'urgence de la relance et la nécessité de revenir à un état à peu près qui était à peu près celui d'avant la crise, dans à peu près 2 ans. Selon vous, entre la nécessité d'une relance économique et la protection sanitaire, le curseur est-il bien placé? D'autant plus qu'on observe une certaine résurgence de l'épidémie depuis quelques semaines. Est-ce que la balance est-elle bien positionnée actuellement par le gouvernement? Oui, je vais toucher un peu ma limite, parce que j'ai peut-être quelques compétences en matière économique et financière, j'avoue que j'en ai aucune en matière sanitaire. Donc moi j'ai pris un principe simple, c'est qu'en matière sanitaire, je fais ce qu'on me dit. Pas pardon de le dire comme ça, mais donc je fais confiance aux experts et aux prescriptions gouvernementales. On a tous des tas d'avis sur le masque, les centimètres, je pense qu'il faut faire ou pas faire. Mais honnêtement, je souhaite bonne chance aux autorités publiques qui doivent décider en la matière. Et c'est vrai comme chef d'entreprise à l'intérieur de la Banque de France, mais j'essaye aussi de l'appliquer comme citoyen. Voilà, moi, pas mieux, si vous permettez, sur le plan sanitaire. Alors, la question que vous posez, c'est la question du trade-off. Il est clair que dans la phase aiguë, mars à mai, là, le sanitaire a écrasé l'économie. C'est le confinement avec un coût économique considérable, d'où l'amortisseur public dont j'ai parlé. Voilà, là, on peut presque avoir un débat métaphysique. Est-ce que pour sauver des dizaines de milliers de vies humaines, ça valait le coup de prendre tel risque économique? Je crois que c'est un choix politique qui a été fait. Je crois qu'il est totalement légitime. Il a été fait finalement dans à peu près toutes les démocraties. Et celles qui ne l'ont pas fait, ou les régimes autoritaires qui ne l'ont pas fait, se portent plutôt plus mal aujourd'hui. Et après tout, on n'a pas beaucoup souligné ça, mais il y a une assez belle solidarité dans l'idée que pour sauver des vies, y compris les vies des plus âgés, on fait un certain nombre de sacrifices économiques. Ce trade-off-là, il n'a nécessairement qu'un temps. Et je crois qu'il est clair que le confinement ne pouvait pas durer éternellement. Ce n'était pas nécessaire sur le plan sanitaire, mais c'était impossible sur le plan économique. Et donc la phase qu'on vit maintenant, là je nuancerai pas mal le trade-off qui est dans votre question, c'est qu'il faut qu'on s'habitue à vivre avec les deux. Il va falloir qu'on vive avec des mesures sanitaires, et les masques que vous portez tous, et qu'aucun d'entre nous ne trouve agréable, y compris moi dans mon bureau. Voilà, c'est quand même la façon de continuer l'activité économique, et on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'avoir à nouveau des pertes économiques aussi fortes. Donc ce chemin de compatibilité, on teste un peu, etc. Mais je crois que nous sommes de ce point de vue-là, heureusement, dans une phase moins aiguë et qui permet d'avoir à la fois la protection sanitaire et la reprise économique. Ça ne sera pas parfait. Je vous assure, quand on est chef d'entreprise, je vous parle de la Banque de France comme une entreprise, ça vous surprend peut-être, une entreprise très particulière, publique, non concurrentielle, etc. Enfin, on a quand même des exigences de management, de résultats économiques, etc., que j'essaye de garder fortes. Nous passons énormément de temps en comité de direction depuis 6 mois à savoir exactement comment on va remettre les gens au travail, comment on va articuler télétravail et présence physique, comment on va faire la présence du personnel. Mais c'est notre job. Et notre job, c'est que la Banque de France fonctionne à 100%. Honnêtement, elle a même plutôt fonctionné à 110 ou 120%, parce qu'il y avait une mobilisation très forte dans la crise. Voilà, donc nous n'avons pas d'autre choix que d'avoir le chemin de crête, protection sanitaire et reprise économique. Donc maintenant, je vais devoir parler évidemment de la dette publique. Donc, comme vous le savez tous, la France s'endette depuis 1975. Vous l'avez dit tout à l'heure dans le discours, à la fin des années 80, on était à peu près à 20% de dette par rapport au PIB. L'année dernière, c'était 98%, et là, on va malheureusement faire un bond vertigineux de plus 20%. Donc, vous l'avez dit, ce bond n'est pas grave en soi, mais à un moment donné, il va falloir
la rembourser, cette dette. Est-ce que vous pensez que le paiement de la dette doit passer nécessairement par une remise en cause de notre système social, de notre système social qui est très coûteux? Non. On peut remettre le dernier slide que j'ai commenté là avec les courbes sur... Voilà. Alors je vais écarter deux extrêmes. Je vous ai fait répéter la fin parce que je m'attendais à une autre question qu'on me pose assez souvent. C'est est-ce que vous pensez que ce problème de dette passe nécessairement par l'annulation de la dette ou la transformation en dette perpétuelle? C'était la question suivante. Là, j'aurais répondu. Alors je vais répondre à la question suivante d'abord. C'est pas le bon ordre. Mais là, c'est non. Il n'est pas possible d'annuler la dette ou de la transformer en dette perpétuelle. C'est incompatible avec le traité, les engagements que nous avons pris dans l'euro. Et de toute façon, ça n'a aucun sens. Mais si vous reposez la question, j'y reviendrai en détail. Je ne crois pas non plus de l'autre côté. Moi, je crois profondément au modèle européen, qui est un modèle fondé sur des services publics forts, sur une protection sociale importante avec de la redistribution et sur des relations du travail organisées. Je crois d'ailleurs que face à la crise, ce modèle a prouvé, j'ai parlé d'amortisseur public, a prouvé sa nécessité, sa performance en termes de solidarité. Mais le problème de la France, ce n'est pas son modèle social. C'est que ce modèle social nous coûte beaucoup plus cher que les autres. Je vais vous citer des chiffres qui ne sont pas dans le slide, mais qui sont pour moi extrêmement importants. Si je regarde le niveau des dépenses publiques en France, tout compris, je prends l'État, plus la sécurité sociale, y compris les retraites, plus les collectivités locales, 55 ou 56% du PIB en France. Ça, c'est en 2019. En 2020, quand on a eu la récession et des problèmes de dénominateur, on va dépasser les 60. Mais 55-56% en temps normal. Je ne vais pas vous parler des États-Unis, je ne vais pas vous parler de pays émergents, je ne vais pas vous parler de pays libéraux, je vais vous parler de nos voisins de la zone euro, qui ont en gros à peu près le même modèle social que nous. Pour avoir la même chose, les services publics, la protection sociale, etc., eux, c'est 45%. Donc prenez un écart d'au moins 10 points de PIB, chaque année. Chaque année. 10 points de PIB, ça fait, alors le PIB varie beaucoup là actuellement, mais ça fait en gros 220-230 milliards d'euros. Je ne dis pas qu'on peut faire 220-230 milliards d'euros comme ça d'un claquement de doigts, c'est à chaque fois des arbitrages difficiles. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne pouvons pas être le pays européen, et maintenant le pays de l'OCDE, parmi les pays développés, qui a durablement le niveau de dépenses publiques le plus élevé. Sauf si on était enchanté de payer les impôts les plus élevés du monde, mais visiblement on ne l'est pas. La dette, c'est le résultat de cette contradiction. Nous avons des dépenses très élevées, et nous avons, comme à peu près tous les peuples de la Terre, une allergie fiscale raisonnable, donc on a entre les deux le déficit. Et la dette, c'est l'accumulation des déficits. Ce sujet n'est pas entièrement nouveau. Je vais vous citer quelqu'un qui n'est pas non plus un libéral fou, et qui n'est pas très récent, c'est Georges Clemenceau. Georges Clemenceau, au début du siècle dernier, disait, j'aime bien cette phrase, « La France est un pays très fertile, on y plante des fonctionnaires et on y récolte des impôts. » Voilà, ça reste notre problème aujourd'hui. Nous n'aimons pas ce que nous récoltons, mais nous ne voulons pas suffisamment maîtriser les dépenses publiques. Et donc, la solution, je l'ai écrite là, et encore une fois, c'est plus facile à écrire et à dire qu'à faire, et je crois que ça serait important qu'on ait ça dans notre débat public, parce que nos concitoyens se rendent bien compte du problème. Dans l'inquiétude actuelle, il y a aussi l'inquiétude sur la dette. J'ai beaucoup parlé de la confiance des ménages. Mais si les ménages sont inquiets de la capacité future à rembourser, ils vont garder leur épargne privée, les 100 milliards. Et donc, on a fait un petit calcul qui est de dire que la dette Covid, les 20% supplémentaires, ça, on peut peut-être la cantonner, se donner 10 ans pour commencer à la rembourser. Ça ne la fait pas disparaître, mais on se donne du temps. Mais sur les 100%, qui sont le cœur du problème, je l'ai dit, la dette ordinaire, si on changeait simplement de 1% l'évolution de nos dépenses publiques chaque année, depuis 10 ans, en gros, alors qu'elles sont les plus élevées d'Europe, elles continuent à augmenter en volume, après déduction de l'inflation, de 1% par an. Si on passait simplement à la stabilité, 0% en volume par an, je ne vous parle pas d'austérité, je ne vous parle pas de coupe sauvage, on stabilise au niveau élevé qu'on a atteint, ça change tout. Les 100% dans 10 ans deviennent 80%. Alors que si on reste au 1% de croissance, les 100% sont toujours 100%,
et le sac à dos que vous avez, vous, est toujours aussi lourd. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut faire. C'est pas du tout impossible. Beaucoup de nos voisins européens l'ont fait, et pas seulement l'Allemagne. Évidemment, l'Allemagne, vous le voyez sur la courbe rouge, l'Allemagne a réussi à baisser sa dette publique, mais il faut que nous retrouvions des marges de manœuvre. Voilà. Et il faut simplement que nous nous le disions. L'argent public, c'est pas illimité. L'argent public, c'est le nôtre, c'est le vôtre, encore plus. Et donc, il faut qu'on soit sérieux sur la gestion de nos dépenses publiques. Je vous parle comme quelqu'un qui, à la tête de sa petite partie de l'administration publique, a réduit très significativement les coûts, je le disais, 12%, sans tenir compte même de l'inflation depuis 4 ans. C'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. L'argent public, c'est pas un tonneau sans fond, une espèce de trésor, une poche illimitée, qui est toujours l'argent des autres, c'est le nôtre, et si on ne le gère pas bien, voilà le résultat. Du coup, je vais enchaîner sur la question sur la dette, puisqu'elle est réellement présente dans le débat politique et dans le débat public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu facilement pourquoi c'est impossible de supprimer la dette? Vu que certains le proposent, ça doit y avoir une certaine... Oh, il y a des tas de choses que des tas de gens proposent et qui pour autant ne sont pas raisonnables. Hein. Alors, on l'a expliqué un peu plus en détail dans cette lettre au président de la République, mais je vais le dire de façon résumée. D'abord, je le disais, le traité de l'euro, le traité de Maastricht, qui n'est pas une simple prescription européenne, c'est un traité sur lequel la parole de la France est engagée, qui a été voté par référendum, hein, proscrit ce qu'on appelle le financement monétaire des déficits. C'est ça. Hein. La Banque centrale, elle peut avancer de l'argent à l'État. Hein. Elle le fait quand elle rachète des titres, ce qu'on appelle le QE, voilà. Mais c'est toujours temporaire. Elle ne peut pas donner de l'argent à l'État. D'ailleurs, elle crée du temps, elle ne crée pas de la richesse. Hein. Mais c'est interdit par le traité, et donc nous serions, ça revient à sortir de l'euro, soyons clairs, si on fait ça. Alors on pourrait dire, mais pourquoi est-ce que la zone euro a mis une disposition de ce type? Si je regarde les États-Unis, l'Angleterre, beaucoup d'autres pays, ils ont de fait la même disposition. Pourquoi? Parce que c'est un élément très important de confiance dans la monnaie. Ce que j'ai appelé financement monétaire des déficits, pardon du terme technique, dans le grand public, ça s'appelle quelquefois la planche à billets. Vous avez entendu cette expression? Voilà, on imprime de la monnaie pour financer les déficits durablement. Au début, c'est extrêmement agréable. Il n'y a pas à payer l'impôt, puis on a trouvé une solution. Mais toujours et partout, ça augmente, et ça se termine par de l'inflation qui peut devenir massive. C'est l'Allemagne des après-guerres, mais c'est les pays émergents sur une période plus récente. Ou regardez aujourd'hui l'Argentine ou le Liban. La confiance dans la monnaie, on peut se dire c'est évident, c'est comme l'air qu'on respire, pourquoi ils nous ennuient avec ça? On en mesure la valeur une fois qu'on est privé. Donc nous ne prendrons pas des mesures qui fragilisent la confiance dans la monnaie. Après, j'ajoute, si vous voulez bien, un point un peu plus technique, qui est, imaginons quand même que ça soit possible. Vous voyez, je fais un effort. Il se trouve que la Banque de France, aujourd'hui, détient à peu près 470 milliards d'euros de dette française, qu'on a acheté dans le cadre de la politique monétaire. Encore une fois, c'est temporaire. On s'attend bien à être remboursé de ces 470. Mais dans un élan de générosité collective, on raye ces 470 milliards. Formidable. Dans la seconde, la France, les Français se sont enrichis de 470 milliards, puisqu'ils ont perdu la dette correspondante. Mais il se trouve que ces 470 milliards, moi je suis obligé de constater une perte au bilan de la Banque de France. J'avais 470 milliards de créances, ça ne vaut plus rien. Bon. Donc 470 milliards de pertes, de trous dans le bilan de la Banque de France. Poche droite, la Banque de France appartient aux Français. Les 470 milliards qu'on avait gagnés la seconde précédente, on vient de les reperdre. C'est totalement neutre sur le plan du patrimoine collectif. On n'a rien perdu, mais on a beaucoup diminué, affecté la confiance dans la monnaie. Et donc voilà, je crois, c'est pas la peine qu'on perde trop de temps sur ce débat, ça n'est pas une solution. Alors après qu'on ait un vrai débat démocratique sur la stratégie de désendettement, combien on prend de temps, qu'est-ce qu'on privilégie sur le plan de la solidarité, oui. Je note d'ailleurs au passage que ce débat sur l'annulation éventuelle de la dette ou sa transformation en dette perpétuelle, qui est la variante soft, il n'existe pratiquement qu'en France. Et c'est assez étonnant. J'allais dire que même en Italie, qui est souvent une espèce de référence pour les idées créatives, ça c'est complètement off. Même en Italie,
Ce débat n'existe pas. La règle du jeu est claire. Une dette, c'est fait pour être remboursée. C'est ce que dit le sens commun. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez la rembourser tout de suite. Hein. La durée peut être un élément assez important. Mais si vous voulez vous donner de la durée pour rembourser votre dette, c'est très important de garder la crédibilité. Si vous n'êtes plus crédible, vous serez obligé de rembourser votre dette plus vite parce que les gens ne vous reprêteront pas à nouveau. Donc, vous avez parlé de l'épargne des ménages pendant cette crise, les 100 milliards, et de l'importance de relancer l'économie en les faisant consommer. Comment nous, ici, élèves à Centrale Supélec, consommateurs, futurs ingénieurs, comment pouvons-nous être des acteurs de cette relance économique? C'est une belle question. Vous me permettez de m'écarter un peu d'une réponse technique et de m'écarter même un peu de la crise. La première, je vais vous parler avec mes tripes. Non, la première, aimez votre pays au maximum. Soyez fiers d'être français. Soyez fiers de ce que peut faire la France. Croyez en la France demain, croyez en l'Europe. Ça vous paraît tout bête ce que je dis, mais on est tellement dans l'autoflagellation, la râlerie, alors qu'il y a plein de choses qu'on sait réussir. Voilà, l'avenir de mon pays, c'est vous. L'avenir de mon pays, c'est vous. Et c'est ça votre plus grande contribution. Et la France réussit des choses formidables. Voilà, il y a 40 ans, on aurait dit le TGV. Aujourd'hui, c'est la French Tech. Vous pouvez... Et le modèle social européen et le modèle environnemental européen, je crois qu'il a un grand avenir. Le monde a besoin de ce modèle européen. Donc portez ça avec lucidité sur tout ce qu'on a à corriger, on vient d'en parler, mais aussi avec fierté. Alors à très court terme, et ça sera le cas pour ceux d'entre vous qui iront en entreprise, comme pour ceux d'entre vous qui iront dans le service public. On peut être parfaitement utile à son pays des deux côtés, c'est simplement des modalités différentes, on y reviendra peut-être. C'est deux très belles vocations. Sur la crise, aujourd'hui, alors vous n'êtes pas forcément ceux qui avaient le plus d'épargne. Je ne fais pas un sondage sur la part des 100 milliards qui est détenue ici, mais j'imagine que, sauf exception, qui peuvent lever la main et venir apporter leur témoignage, mais voilà, je pense que vous n'êtes pas les premiers concernés. Je remets juste peut-être un slide du coup sur les signaux de confiance, et vous verrez là-dedans ce qui peut vous concerner. C'est celui... Voilà, la confiance des ménages, c'est celui qui est après celui-là. Le voilà. Évidemment, il y a toutes les mesures sanitaires dont vous parliez. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut pouvoir donner 3 garanties économiques aux Français. Le filet de protection sociale, j'ai dit qu'il coûtait trop cher, mais il a quand même cet immense avantage d'être un amortisseur de crise, l'assurance chômage ou les retraites face au risque d'épargne de précaution. Deuxièmement, une garantie de stabilité fiscale. Il ne faut pas monter les impôts, mais on n'a pas non plus les moyens de les baisser. Donc je crois que cette idée toute simple, mais qui serait totalement neuve en France, de dire on arrête de bidouiller les impôts, permettez-moi l'expression, et au moins les ménages savent à quoi s'en tenir, les entreprises aussi. Et puis enfin, celle qui vous concerne peut-être le plus directement, une garantie de formation. J'ai dit que nous pouvions, nous, Français, réussir des choses formidables. Une chose formidable qu'on a réussi entre 2016 et 2019, vous voyez, j'enjambe les échéances politiques, on a créé 1 million net d'emplois supplémentaires. Je ne sais pas si vous connaissiez ce chiffre, mais honnêtement, on n'avait jamais fait ça depuis les années 80, avec une seule exception, c'est la fin des années 90, où on avait une croissance extrêmement forte. Nous avons fait ça parce qu'il y a eu le CICE, parce qu'il y a eu des simplifications du droit du travail, parce qu'il y a eu enfin le développement de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Voilà, vous êtes l'illustration des vertus de la formation et vous mesurez que, comme moi avant vous, vous êtes des privilégiés à ce titre, mais l'investissement dans l'éducation, et vous le poursuivrez après vous, c'est la première réponse, la plus grande réponse qu'on puisse donner pour la compétitivité d'un pays et pour la lutte contre les inégalités. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre belle question, mais voilà, j'ai combiné une conviction personnelle très forte et puis un tout petit peu un éclairage conjoncturel. Pour poursuivre sur les questions d'avenir et sur le futur, on va parler un petit peu de transformation environnementale et comment l'économie en général peut apporter sa pierre à cette transformation. La crise du Covid a eu un impact très fort sur l'économie avec un arrêt très brutal de la production pendant plusieurs semaines. Et certains experts expliquent que nous avons eu un petit aperçu des effets que le réchauffement climatique pourra avoir sur le long terme. Comment les banques centrales et l'économie en général
peuvent se mettre au service de ces transformations et apporter leur réponse, soit sur le risque que ça peut porter à l'économie, soit sur les plans de relance qu'ils peuvent financer, comme vous l'avez évoqué, la politique budgétaire européenne du 21 juillet. Quelle peut être la réponse de l'économie à ces crises? Là aussi, je vais essayer de rester assez court sur une question essentielle. D'abord, je crois que plus personne de sérieux, en dehors peut-être du président d'un pays de l'autre côté de l'Atlantique, mais plus personne de sérieux ne peut contester que le changement climatique a des effets économiques majeurs. Difficiles à chiffrer, mais majeurs. Je vous cite une estimation de l'OCDE, mais elle est considérée comme un peu minimale. Si nous ne luttons pas contre le réchauffement climatique, à la fin de ce siècle, nous aurons perdu 10 points de PIB. Et nous les aurons perdus durablement. 10 points de PIB, c'est un choc équivalent au Covid, mais durablement. Et certains disent que ça peut être beaucoup plus. Donc il faut évidemment qu'on se mobilise tous, non seulement parce qu'on a une conviction écologique, je crois, forte les uns les autres, et celle de votre génération est évidemment encore plus forte que la mienne, mais aussi parce que c'est un impératif économique. Alors nous, Banque centrale, on ne peut pas tout faire. La finance verte ne peut pas être la seule réponse à la croissance verte. Je souligne ça parce que il peut y avoir une petite tendance à considérer que voilà, la transition écologique, ça suppose des mesures assez difficiles. Tous les économistes soulignent par exemple que ça suppose une taxe carbone. La taxe carbone, vous pouvez la mettre sur un slide, mais de là à la faire applaudir par une assemblée de 150 citoyens et a fortiori à la faire voter et appliquer, il y a du chemin. Nous l'avons vécu en France, avec les Gilets jaunes. Ça n'a peut-être pas été bien expliqué, mais ce n'est pas très populaire. Mais on n'échappera pas à un signal prix sur le carbone. Donc la finance verte ne peut pas substituer d'autres mesures. Il faut aussi des mesures sur l'urbanisme, sur les transports, etc. Mais elle peut contribuer. Alors nous, notre rôle comme Banque centrale, et je vais être très rapide, c'est au moins 3 choses. Et c'est ça qu'on fait au sein du fameux NGFS, Network for Greening the Financial System. Je vous raconte comment on a créé ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'en 2017, après que les États-Unis aient dénoncé l'apport de Paris, le président de la République a provoqué, en décembre 2017, un sommet qui s'appelait le One Planet Summit, de tous ceux qui étaient résolus à continuer à se battre. Bon. Il y avait plein de monde, etc. Ça se passait dans un amphi à peu près comme ici, à Boulogne. Et moi, je devais annoncer à la fin la création de ce réseau. Et puis comme toujours ça prend du retard et puis quand arrive mon tour, l'organisateur vient me voir discrètement et me dit désolé, vous ne pouvez pas annoncer votre truc. Bon. J'étais un peu déçu. Il se trouve que connaissant un peu le président de la République, je crois son regard, je fais des grands signes comme ça. Vous savez, quelquefois les choses tiennent à des petits détails. Des grands signes désespérés et il a eu la gentillesse de dire maintenant on donne la parole au gouverneur de la Banque de France. Et c'est comme ça que le NGFS est né. On est parti, on était 8, dont 5 Européens. Nous sommes aujourd'hui 72 pays membres. C'est un succès incroyable. Et je peux vous dire c'est une coalition des volontaires. La Fédérale Réserve américaine n'y est pas encore, ou pas, même si elle a montré un intérêt. Mais il y a le Canada, il y a le Mexique, donc on poursuit l'encerclement. Et comme c'est une coalition des volontaires, il y a un enthousiasme et une énergie comme j'en ai jamais vu. Quand je dis que les banquiers centraux peuvent être enthousiastes, quelquefois je provoque un peu de scepticisme, mais je vous assure que c'est vrai. Bon. Au sein du NGFS, on fait donc 3 choses. La première, c'est avec notre casquette de superviseur, c'est-à-dire de surveillant des banques et des assurances, de leur imposer la gestion des risques climatiques. Ce n'est pas du nice to have, ce n'est pas de la RSE, ce n'est pas du greenwashing. Si une banque ou une assurance ne surveille pas aujourd'hui les risques, par exemple de financement d'une centrale à charbon, elle se met en situation très difficile. Et ça, je peux vous dire que les choses ont énormément changé depuis 3 ans. Deuxièmement, encourager les financements verts. Il y a des besoins colossaux de financement des infrastructures, des énergies renouvelables, etc. On estime que c'est probablement plusieurs milliers de dollars par an à l'échelle internationale. Heureusement, il y a un marché des green bonds, des titres verts, de la syndication verte qui se développe. Il faut que nous facilitions les choses là-dessus. Au passage, je ne sais pas si certains d'entre vous ont regardé ça plus en détail, il est très souhaitable qu'il y ait une meilleure définition de ce que sont les actifs verts et les financements verts. J'ai parlé de l'accusation de greenwashing. C'est très important d'avoir une taxonomie publique partagée de ce que sont des actifs verts et des financements verts. Là aussi, l'Europe a pris le lead. Je ne sais
sais pas si vous l'avez vu, la Commission européenne a fait adopter en décembre dernier une taxonomie. À nous de la promouvoir, à nous aussi dans nos propres investissements, nous le faisons à la Banque de France, nous avons été la première banque centrale à le faire, d'appliquer ces investissements verts. Et puis, dernière chose, c'est notre cœur de métier sur la politique monétaire. Certains disent qu'il faudrait faire du green QE ou avoir un compartiment à part pour financer des actifs verts. Ça me paraît une approche trop partielle. Je crois que nous devons aller nettement plus loin, c'est-à-dire notamment dans les titres que nous prenons en garantie. Alors là, pardon, je vais avoir une parenthèse technique. La politique monétaire, on prête de l'argent, je l'ai dit, et on le prend contre des titres qu'on prend en garantie qu'on appelle le collatéral. Ça peut être des titres publics, hein, les obligations d'État, ou ça peut être des titres privés. Il faut que ces titres que nous prenions en garantie, nous en évaluions aussi systématiquement le risque climatique. Et quand il y a un risque climatique, on applique un discount, hein, une réduction sur la valeur de ces titres, et ça, c'est extrêmement incitatif. Ce que je viens de dire est, je crois, la révolution, très facile à dire. Il y a un gros travail méthodologique derrière sur l'évaluation du risque climatique. Donc ça, c'est une question que nous allons discuter au sein du Conseil des gouverneurs de la BCE dans ce qu'on appelle la revue stratégique de la politique monétaire, qu'on a lancée autour de Christine Lagarde en janvier dernier, conclusion au deuxième semestre de l'année prochaine. Et là, je pense que c'est un sujet où nous ferons mieux que la Federal Reserve américaine. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu que mon collègue américain Jay Powell, jeudi dernier, a conclu dans le symposium dit de Jackson Hole aux États-Unis la revue stratégique américaine. C'est très intéressant, mais malheureusement, il n'a pas parlé de changement climatique. Voilà. Là, je crois qu'on a devant nous un vrai travail à faire. Alors, une dernière question sur cette partie. Donc, dans un même ordre d'idées, beaucoup de citoyens réclament plus de transparence de la part des banques sur les financements verts, tout ce domaine-là. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle de la Banque de France que de, par exemple, délivrer un label sur les produits financiers pour savoir s'ils sont verts et sur les banques? Spontanément, je ne crois pas. En tout cas, disons qu'on ne le ferait que si c'est indispensable. Je pense qu'aujourd'hui, les disciplines de... Bon, d'abord, nous imposons pas forcément la publication actif par actif ou produit financier par produit financier, mais pour regarder, nous publions des rapports avec les expositions aux risques climatiques des différentes banques. Et on suit la gouvernance de ces risques et la diminution de ces risques. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, la pression des investisseurs, la pression des clients est extrêmement forte dans le sens de la transition verte des banques et des assurances. Et que là, les choses ont énormément changé ces dernières années. Une banque qui ne serait pas capable non seulement de décliner, mais de démontrer un engagement pour les financements verts serait une banque qui perdrait immédiatement des parts de marché très significatives. Elles s'y sont toutes mises, vous pouvez juger du degré d'engagement, du degré de crédibilité ou d'authenticité des engagements qui sont pris, mais le changement est extrêmement rapide en la matière. Si ça ne suffisait pas, mais je pense que la taxonomie européenne est un vrai progrès par rapport à ça, là on pourrait imaginer des réglementations, un pourcentage minimum de financement vert, des labels qui soient mis, etc. Mais quand on peut faire les choses par des mécanismes économiques encore davantage que par des réglementations, d'expérience, c'est beaucoup plus efficace. Et ça va plus vite. Je me laverai les mains après. Merci, monsieur le gouverneur, pour cet échange très intéressant. On va maintenant passer aux questions du public. Donc, normalement, des micros vont circuler dans la salle. En tout cas, des personnes vont les tenir. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour attirer les micros vers vous. Bonsoir, Ali Témé, deuxième année. Au début de votre intervention, vous avez parlé que l'euro est une bonne monnaie. Moi, ma question, c'est quoi une bonne monnaie, c'est quoi une mauvaise monnaie? Et ma deuxième question, pourquoi dans le commerce international, on utilise plus le dollar plutôt que l'euro ou le yuan chinois? Alors, c'est deux questions très lourdes.
Merci beaucoup. Et là, vous allez presque m'amener à parler de politique monétaire. Mais je vais... D'abord, c'est quoi une bonne monnaie? C'est une monnaie qui inspire confiance. Et pour faire très simple, c'est une monnaie qui préserve sa valeur. Nous, notre mandat à la BCE, il est assez simple, il y a des mandats secondaires, mais le mandat premier qu'on doit d'abord respecter, c'est d'assurer la stabilité des prix. Il se trouve qu'on a donné une définition de la stabilité des prix, c'est une inflation en moyenne qui est proche de 2%, mais inférieure à 2%. Pourquoi? Parce que la fuite devant la monnaie, c'est quand avec une quantité donnée de monnaie, vous pouvez acheter de moins en moins de biens. Ça, c'est vraiment une très mauvaise monnaie. Et malheureusement, c'est quelque chose que nous voyons dans beaucoup de pays émergents. Donc une confiance dans la monnaie, c'est une monnaie qui garde sa valeur et qui permet aux citoyens, dans la vie courante, d'être un moyen de transaction à valeur à peu près constante. Alors je vais à votre deuxième question sur pourquoi à l'échelle internationale le dollar plutôt que le yuan chinois. Alors d'abord, il y a un troisième terme de l'équation, si vous permettez, je me permets d'introduire l'euro. Il se trouve, quand vous regardez le poids des grandes monnaies dans le système international, le dollar est incontestablement premier, l'euro est deuxième aujourd'hui. Si vous regardez les parts, alors il y a diverses façons de mesurer, mais considérez qu'en gros, si je regarde les réserves de change, par exemple des banques centrales, c'est un critère qui est assez souvent pris, dollar 60%, euro 20%, puis les autres se partagent le reste. Le yuan est une puissance ascendante, mais encore assez minoritaire. Incontestablement, le fait que le dollar soit la monnaie internationale, c'est la monnaie de règlement du pétrole, des transactions aéronautiques, du commerce mondial, etc., est un énorme avantage pour les États-Unis. Il y avait une expression fameuse du général de Gaulle, mais elle était des années 60, mais je ne sais pas si je la réemploierai aujourd'hui, mais le privilège exorbitant du dollar. Assez bizarrement, j'y faisais allusion effectivement au début de mon propos, les Européens, quand ils ont lancé l'euro, n'ont pas mis parmi les objectifs de la BCE le développement du rôle international de l'euro. Le premier objectif, c'était de faire une bonne monnaie, la réserve de valeur qui inspire confiance aux citoyens. Ça, je crois que c'est fait. Quand vous regardez l'inflation moyenne sur les 20 premières années de l'euro, elle est de 1,7%. Donc vous voyez, assez proche des 2% que j'ai cités. Nous avons un problème sur la période récente, c'est que l'inflation est devenue trop basse. C'est ça qui fait que du coup nous avons une politique monétaire que nous appelons très accommodante, des taux d'intérêt très bas, des achats de titres, etc. Ça tombe bien parce que ça soutient la reprise post-Covid. Mais en gros, l'objectif de stabilité des prix et de confiance, nous l'avons atteint. 76% des Européens souhaitent garder l'euro comme leur monnaie. 72% des Français. On l'a vu dans les débats électoraux. 81% des Allemands. Donc je crois qu'il est temps de se dire, maintenant qu'on a atteint l'objectif interne, ayons l'ambition à l'extérieur que l'euro joue un rôle, je ne dis pas équivalent au dollar, mais un rôle plus grand dans le système monétaire international. Et je crois que c'est non seulement un élément de crédibilité pour l'Europe, mais c'est aussi un élément d'équilibre du système monétaire international. Parce que tant que c'est que le dollar, on est totalement dépendant de la politique économique américaine. Et elle peut avoir, à certains moments, des déséquilibres, des dangers, des menaces. Et donc d'aller vers un système monétaire international qui soit plus équilibré, qui soit plus multipolaire, je pense que c'est l'intérêt de tous. Il faut de la volonté européenne, il faut que les acteurs économiques aussi s'y mettent. Voilà, et j'espère que vous verrez au fil des prochaines décennies, tout ça sont des processus longs, il faut faire évoluer les monnaies de facturation, mais que vous verrez le chemin vers un système monétaire plus équilibré. Bonsoir Monsieur le Gouverneur, et je vous remercie d'être venu pour ce symposium. Ma question concerne la diapositive sur la dette, où l'on voit qu'après la crise, vos estimations donnent que la dette italienne et allemande diminue, tandis que la dette française semble stagner. Et je voulais savoir d'où viennent ces variations. Alors c'est aussi une très bonne question. Je vais prendre avec prudence l'évolution de la fin de la courbe, 2021-2022, particulièrement en ce qui concerne l'Italie. Voilà,
C'est des prévisions. Faire des prévisions dans le moment actuel, c'est un art plus qu'une science. Mais en ce qui concerne l'Allemagne, je crois que l'explication, c'est que pour un certain nombre de raisons qu'on connaît tous, l'Allemagne a mieux répondu à la crise sanitaire, son tissu productif est plus diversifié, elle est moins sujette à des secteurs dont nous souffrons beaucoup. Hein. Regardez les secteurs d'excellence française, le tourisme, l'aéronautique, le luxe, c'est des secteurs qui souffrent davantage de la crise Covid. L'Allemagne rebondit plus vite. Et donc c'est l'effet dénominateur qui explique assez largement les choses. Ce n'est pas l'effet numérateur, parce que alors là, l'Allemagne a mobilisé un paquet budgétaire supérieur à celui de la France. Elle a pu le faire d'ailleurs parce qu'elle avait reconstitué ses marges de manœuvre budgétaires dans les périodes de vaches grasses jusqu'en 2019, ce que nous n'avons pas fait. Hein. Encore une fois, notre problème, regardez la comparaison par rapport à l'Allemagne, malheureusement c'est assez accablant. Jusqu'en 2008-2009, la courbe bleue et la courbe rouge, elles sont confondues. Et puis depuis, nos trajectoires divergent, parce que nous n'avons pas su gérer le désendettement dans la décennie où ça allait mieux, après la crise financière de 2009. Et donc il y a un rebond économique de l'Allemagne qui est plus rapide. Là aussi, je crois qu'il n'y a pas de fatalité pour la France. Mais si vous me permettez d'exprimer un souhait, ayons aussi dans notre discussion économique aujourd'hui, elle est très active, un peu de vision de long terme. En avril, on ne parlait que des PGE qui étaient censés pas marcher. Ils ont marché. Génie français pour l'autoflagellation. Aujourd'hui, on ne parle que de la relance immédiate et tout ce qui doit être dans les 100 milliards. Je crois que c'est très important d'allonger l'horizon si on veut avoir une stratégie gagnante. D'ailleurs, dans le mot stratégie, il y a un peu plus que la réponse dans l'urgence par des actions de circonstance aux pressions des uns et des autres qui peuvent exister. Encore une fois, je ne veux pas apparaître comme donnant des leçons du confort de mon fauteuil. Je comprends très bien qu'un secteur qui est en grande difficulté aujourd'hui dise tous les matins « et mon plan de relance à moi ». Mais si on suit simplement les demandes de reconduction à l'identique de chacun des secteurs existants, on va rater la reconstruction, on va rater la dimension de transformation qu'elle comporte, et surtout, on va rater notre stratégie de long terme. Ce n'est pas fatal, mais c'est un message sur lequel j'insiste pas mal. Excusez-moi. Bonsoir. Merci beaucoup. Là, c'est parfait. Hein. C'est bon. Donc, merci beaucoup pour votre intervention et la réponse à vos questions. Moi, j'ai une question. Donc, on a parlé beaucoup de dettes. On a surtout parlé de dettes au niveau français. Et donc, on a aussi évoqué le pacte européen, donc les 750 milliards de dettes qui ont été contractées en commun ou qui vont être contractées par les pays européens. Et ma question va concerner, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, du coup, au moment où les pays européens devront ensemble rembourser cette dette? Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre un gros risque politique au niveau européen qui pourra soit se solder par un grand succès si vraiment les pays européens arrivent à faire front commun et à rembourser cette dette, ou est-ce qu'on ne risque pas d'assister à un scénario catastrophe, peut-être la fin de l'Europe, si les pays européens se regardent et qu'en fait personne ne veut assumer la dette? Comment vous voyez l'avenir dans les 5 ou 10 ans à venir? Alors, on a un peu de temps pour répondre à votre question parce que, sauf erreur de ma part, dans les emprunts de l'Union européenne qui sont prévus pour financer les 750 milliards, les remboursements commencent en 2028. Par ailleurs, une précision juridique, c'est l'Union européenne qui emprunte et donc c'est l'Union européenne qui rembourse. Il n'y a pas besoin d'avoir chacun des 19 États membres qui verse sa quote-part pour rembourser.
L'important, c'est d'avoir l'accord en amont pour que l'Union européenne rembourse. C'est ça qui est empreinte, c'est ça qui a été la négociation très difficile de Bruxelles. Pourquoi est-ce que ça me paraît un bon accord? Parce que j'ai dit les limites de la dette publique en ce qui concerne la France. Nous avons usé, parfois abusé de ce remède. Il se trouve que l'Union européenne, elle, est extrêmement peu endettée. Comptez que c'est 0% du PIB européen ou 1%, enfin c'est quelques dizaines de milliards d'euros. Et donc l'Europe, elle a une capacité d'emprunt, ce qu'on appelle une signature sur les marchés, avec une forte crédibilité à rembourser. Et je n'ai pas de doute d'ailleurs que l'Union européenne va emprunter dans des conditions extrêmement favorables, proches des meilleures signatures européennes comme l'Allemagne, ce qu'on appelle du triple A. Et c'est ça qui fait que l'accord de Bruxelles est une vraie percée. Il y avait une variante, quand vous vous souvenez du débat français, qui est... La variante, c'est la relance allemande. Vous avez peut-être entendu cette idée mise très souvent en avant. Le dialogue franco-allemand, en gros, sur la politique économique européenne, jusqu'à cette année, il se limitait à un face-à-face simple, mais pas très productif. Les Allemands disaient il faut que la France accélère ses réformes, ce qui n'était pas faux. Et les Français disaient il faut que l'Allemagne relance, ce qui était peut-être vrai. Bon. On échangeait d'ailleurs des tas de dialogues polis là-dessus, et puis chacun des deux disait j'attends que l'autre commence. Résultat, il ne se passait rien. Incontestablement, il y a une capacité de relance côté allemande, ça tombe bien, ils l'utilisent. C'est le graphique que vous releviez tout à l'heure avec la montée de la dette publique allemande. Il y a par ailleurs, heureusement, des réformes qui ont commencé à s'accélérer en France. Mais la vraie capacité de stimulation budgétaire, c'est cette capacité d'emprunt européenne qui n'était pas mobilisée. Alors, je vais un tout petit peu dévier votre question, si vous permettez. Je ne suis pas inquiet sur le remboursement de cette dette européenne. Je crois encore une fois que la signature est très crédible. Mais par contre, il se trouve que Mario Draghi a dit ça il y a 8 jours. Il est sorti de son silence d'ancien président de la BCE. Et il a utilisé un concept, je ne sais pas si c'est le mot qu'il a employé, mais c'est le concept de bonne dette. C'est très important qu'on utilise ces 750 milliards pour faire des dépenses productives. Qu'on investisse non pas dans le fonctionnement courant des États ou dans les surcoûts de notre protection sociale, mais dans l'investissement, dans l'éducation, dans la formation, dans la transformation écologique, dans la digitalisation. Et je crois que ça va plutôt être ça le vrai débat. Si j'ai peut-être un regret par rapport au paquet de Bruxelles, je ne sais pas si vous avez suivi les négociations en détail, honnêtement, ça a été des négociations assez serrées des intérêts des différents pays. Ça n'a pas toujours été grandiose sur le plan intellectuel, mais enfin, c'est comme ça qu'avance la vraie vie. Et in fine, on s'est retrouvé avec les 750 milliards sont en gros répartis entre les pays. Ils profitent le plus aux pays qui ont le plus souffert de la crise Covid, Italie et Espagne en tête. C'est normal, je le dis sans aucun état d'âme. La solidarité Covid, elle devait jouer. Mais ça n'a de sens que si, y compris dans ces pays, cet argent est utilisé pour des investissements productifs, de la transformation et quelque chose qui génère de la croissance demain. Pour le dire en termes économiques ultra simples, la capacité de remboursement de la dette demain, c'est la croissance économique qu'on aura su générer par les investissements d'aujourd'hui. Voilà. Donc si j'ai un point d'attention, c'est plutôt celui-là, parce que dans le paquet de Bruxelles, les composantes transversales que la Commission avait prévues sur la transformation écologique et digitale, honnêtement, ils sont un peu passés à l'as. Alors ça pourra avoir lieu au plan national. Des dépenses nationales peuvent financer de la transformation écologique, digitale, de l'éducation. Mais c'est extrêmement important qu'on regarde l'affectation de cette dette. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. C'est malheureusement déjà la fin de la conférence. On vous remercie à tous pour votre venue et en particulier, monsieur le gouverneur, d'avoir accepté notre invitation. Je voulais simplement vous remercier encore de m'avoir accueilli. Je mesure ce privilège, et pas seulement à la liste de ceux et celles qui m'ont précédé, qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi à l'aune de la réputation de cette école et de ce que vous représentez.
Vous me permettez juste de terminer par deux souhaits pour vous, pour chacun et chacune de vous. Le premier, c'est évidemment de réussir et de tirer tout le miel de votre scolarité à Centrale Supélec, j'ai pas beaucoup de doutes. Mais surtout pour chacun de vous, au-delà de la réussite de vos études, parce qu'elle me paraît assurée, de trouver votre vocation dans la suite. Et vocation, c'est pour moi un mot très large sur ce qu'on peut être appelé à faire dans la vie professionnelle. Et je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure sur le service de notre pays et les différentes formes qu'il peut prendre. Mais voilà, je ne vais pas vous raconter d'histoire, on n'a pas beaucoup parlé sur le plan personnel. Je ne peux pas vous dire que quand je suis sorti d'école, je savais exactement ce que j'allais faire, etc. Ça vient petit à petit au fur et à mesure qu'on avance, mais sentir que dans une activité professionnelle, quand on a autant reçu dans ces études que vous recevez ou que j'avais reçu, on est utile à la collectivité, c'est la plus grande satisfaction qui soit. C'est ça la vocation, et ça peut prendre des formes très différentes. Et puis si pour certains d'entre vous, cette vocation les amène dans le service public, voire même à rejoindre la Banque de France, j'en serais extrêmement heureux. Bonne année.